Le Festival d'Annecy propose un panorama du cinéma d'animation brésilien. Tatiana Monassa, critique de cinéma brésilienne, nous donne quelques éclaircissements sur son histoire à l'occasion de la sortie d'un livre bilingue portugais-français aux éditions Letramento. On commence à redécouvrir l'histoire du cinéma d'animation brésilien parce que pendant très longtemps, c'est resté une pratique mineure, oubliée et même méprisée. Et en fait, on se confronte au fait que la plupart des films n'existent pas. Enfin, il n'y a pas de copies disponibles. Donc on a perdu beaucoup de films. Les débuts de l'animation au Brésil, on peut les situer au début des années 1910, donc 1908 pour être plus précise. C'est le moment où on commence à réaliser des vignettes animées. Donc d'abord pour être intégré ou rajouté à des actualités filmées. Donc après ça, on a en 1917 le premier court-métrage d'animation issu de dessins humoristiques. Et donc c'était aussi d'une certaine manière un commentaire de l'actualité. Donc ça s'appelle Le Kaiser, donc ça fait référence aux événements de la Première Guerre mondiale. Donc après ça, on a Macaco feio, macaco bonito, donc singe moche, singe beau, beau singe. Le trait ressemble beaucoup à Popeye ou à Betty Boop. En le regardant aujourd'hui, il est assez raciste, donc il est difficile un peu de le prendre au premier degré, mais qui reste très intéressant, enfin très bien fait. Donc celui-là est un des rares films qu'on peut voir anciens de cette, disons, première phase de l'animation brésilienne. Jusqu'aux années 70, il y a eu un seul long métrage d'animation brésilien qui était La Symphonie amazonienne. Ce film, qui a été donc réalisé par une seule personne, Latini, pendant 7 ans, il a travaillé tout seul. Et donc le film compte 7 épisodes de légendes, de folklore brésilien, donc situé en Amazonie. Et donc c'est un film très intéressant qui a eu un grand succès. C'est une démarche qu'on peut retrouver aussi dans d'autres films, et notamment Chico Liberato, qui est une figure très singulière et un peu solitaire pour le coup, parce que il y a donc les collectifs, mais lui, il appartient à aucun collectif. C'est un autodidacte de Bahia qui était peintre et dessinateur et qui a donc retrouvé dans le cinéma un moyen d'expression personnelle. Et il va s'inspirer de la littérature de Cordel, qui est quelque chose de très typique de la culture locale du Nord-Est. Je pense que ça, c'est une constante qu'on peut retrouver. Soit on a donc le cinéma plus abstrait et plus expérimental, ou soit quand on va chercher des histoires, on va s'inspirer beaucoup du folklore et des histoires locales et des choses qu'on peut mettre en valeur. Avec les moyens numériques, tout ce paysage change un peu de figure. À la fin des années 90, il y a notamment donc Hans Zimmer et Otto Guerra, qui sont 2 réalisateurs qui viennent aussi du dessin humoristique et qui vont appliquer ça au cinéma. Ils ont fait des longs métrages et beaucoup de courts, et ils sont vraiment des noms très importants pour cette nouvelle étape du cinéma d'animation brésilien. E através dos nossos ancestrais costumes salivares, ele me impregnava com a essência da cultura esborniana. Et puis, plus récemment encore, on a quelqu'un comme Ale Abreu, par exemple, qui donc a réalisé Le Garçon et le Monde. Il y a à la fois la question du local, de l'allégorie, qui est aussi donc
une démarche très chère au cinéma brésilien. On voit avec Glauber Rocha, enfin, combien l'allégorie a nourri le cinéma brésilien. Et donc ça produit un film très lyrique et qui en même temps est un commentaire historique, un commentaire sur le monde, un commentaire politique, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il arrive à synthétiser plusieurs courants, plusieurs tendances qui traversent l'histoire du cinéma brésilien en dehors du cinéma d'animation. Le film a un côté très universel et je pense que ça a joué dans la répercussion internationale de ce film, qui a donc eu un prix à Annecy et a été distribué dans plusieurs pays et a mis le cinéma d'animation brésilien dans la scène internationale.